Bonjour à tous et un très joyeux Noël. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier brunch de l'année 2025 et pour l'occasion, je suis rejoint par, par mes deux compères, Ghislain, Chaille. Ça va les gars? Pas trop mangé pendant ces premières phases de festivités? Non, ça a été. Correctement, on s'est retenu avec les gastros des jours précédents dans la famille, on a essayé d'être raisonnable, voilà. OK. Hem, comme on s'était laissé sur le dernier brunch qu'on avait fait avec Gis, donc ici vous avez retourné toute votre petite case pendant notre calendrier de l'Avent, où on vous a fait comme chaque année notre Power Ranking. Euh, Peut-être un petit rappel sur ce Power Ranking. Donc comme on l'a déjà dit, c'est un peu notre classement des joueuses à l'instant T, où on fait un mix entre la saison que les joueuses viennent de faire, le niveau qu'on leur prête à aujourd'hui et aussi ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles la saison prochaine. Donc voilà, il y a un petit mix entre les deux. On avait fait le tour avec Gis lors du dernier brunch des places 11 à 24, vu que c'est là qu'on en est arrivé. Gis, si tu les as devant les yeux, tu peux peut-être nous rappeler justement les joueuses qu'on avait placées dans ce, dans ce power ranking jusque-là. Alors, en 24e position, Alana Smith. En 23e, Arike Ogunbowale. En 22e, Veronica Burton. En 21e, Ryan Howard. En 20e, Brianna Jones. En 19e, Skylar Diggins. En 18e, Alicia Gray. En 17e, Kalea Copper. En 16e, Kelsey Mitchell. En 15e, Kala McBride. En 14e, Angel Reese. En 13e, Satou Sabali. En 12e, Caitlin Clark. Et en 11e, Alia Boston. Euh, ouais, déjà, Shai, t'avais pas été avec nous dans la dernière vidéo. Est-ce que toi, tu avais une remarque par rapport à cette partie du top avant qu'on attaque la crème de la crème? En réécoutant, vu que ça fait quelques années qu'on fait ça, c'est marrant de voir à quel point la WNBA a changé. Bon, il y a forcément avec les filles qui sont parties en retraite et tout, mais il y a plein de nouveaux visages, des filles qu'on met un peu pour acquises dans le top 10 presque et qui se retrouvent plus bas, ou d'autres qui sont sorties du classement. Enfin, et puis on peut se demander si certains des nouveaux visages vont être amenés à rester. Tu vas voir Alana Smith dans le classement, voir Veronica Burton. C'est marrant parce qu'au moment de la draft de Burton, par exemple, c'est une chose qu'on met bien immédiatement, mais je ne sais pas si même avec l'estime qu'on lui portait, je l'aurais imaginé être aussi rapidement dans notre top 24. Mais non, mais je trouve ça beau. C'est un moment. Là, ça fait quoi? C'est peut-être vraiment la deuxième année où il y a quand même vraiment un renouvellement et voilà, on passe à une autre ère. Ça fait un peu bizarre pour j'allais dire les dinosaures que nous sommes. On n'est pas non plus, mais, mais pour des gens qui ont vu les périodes précédentes, en tout cas, c'est un moment très intéressant. On se demande toujours à quelle Il y a quand place même on va quelques classer monstres sous qui Bird sont partis. Ouais, c'est ça. On se demande toujours à quelle place on va classer sous Bird et Diana Taurasi, quoi. C'est ça, c'est Ces exactement dernières ça. années, hein, qui sont proches aussi de partir, donc Ouais. forcément, et puis il y a des petites jeunes qui poussent, quoi. Donc, mais oui, oui, c'est vrai que ça fait du chamboulement, et tu vois, tu parlais de Veronica Burton, mais j'en parlais dans le dernier podcast. C'est une joueuse qui est quand même passée de coupée, pas verrouillée par le Sun à première option d'une équipe qui va en playoff, quoi, et qui fait Team USA en plus, là. C'est Donc, ça. c'est quand même complètement dingue, C'est des quoi. belles histoires. Il reste Mm. encore quelques petites erreurs d'appréciation, de jugement dans certaines franchises. Et ailleurs, l'herbe est parfois plus verte. Donc là, pour Veronica Burton, c'est super. Ouais, c'est clair. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec le top 10, les joueuses qu'on estime comme peut-être les 10 meilleures à l'heure actuelle, avec en tout cas celles qui nous semblent les plus prometteuses aussi comment, par rapport à la saison qui va arriver. Euh, En 10e position, c'est une entrée dans le classement et c'est une entrée en force vu qu'elle va directement se mettre à la 10e place. On a donc placé en 10e position Paige Bakers, rookie de l'année, je pense, sans trop de suspense, saison proprement impressionnante de Paige, et en plus, je pense qu'elle a encore une marge de progression.
Bah, une énorme enfin une belle marge de progression, ouais, c'est certain, mais elle est déjà tellement mature dans son jeu, tellement efficace, tellement moteur et leader que c'est pas surprenant. Enfin, c'est surprenant, je trouve que c'est un peu haut pour une joueuse qui est dans une équipe qui a pas, par exemple, fait ce qu'a fait Indiana l'année dernière. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être tiqué sur le positionnement Paige Caitlin. Mais juste sur le niveau individuel de Paige, il faut se rendre compte à quel point il est déjà extraordinaire de ce que j'ai dit, d'efficacité, de justesse, d'intelligence. Elle a tout en fait. C'est une joueuse déjà très complète qui, comme tu l'as dit, a en plus une marge. Alors, à mon avis, c'est pas le plus bas qu'elle aura dans nos power rankings à l'avenir. Moi, je me pose la question si elle a vraiment une marge énorme de progression. Je pense qu'on a une joueuse déjà qui est très prête. Faut pas oublier qu'elle a 24 maintenant 24 ans, Paige, donc elle est quand même déjà assez avancée dans l'âge. Je pense que où elle peut être plus forte, c'est que son équipe peut être plus forte. Et donc, forcément, si l'équipe est meilleure autour d'elle, ça va encore débloquer, je pense, des choses. Parce que la saison, en termes de passing, d'efficacité et tout, mais elle l'a fait dans une équipe qui était faible et dans une équipe où, en fait, tous les adversaires mettaient 3 joueuses sur elle, quoi. Parce que effectivement autour il n'y avait pas trop le talent. Moi je pense que c'est surtout ça qui peut être intéressant de voir, c'est dans une équipe avec plus de menaces autour. Par contre je pense que la joueuse elle est déjà très prête et alors on peut toujours progresser à tout âge, hein, mais Moi, je, si elle peut encore progresser, ça va faire peur. moi, Quand même, je le disais surtout dans l'éventail de sa palette, plus parce qu'elle s'est retenue de faire des choses cette année. Elle a dit par exemple qu'elle allait prendre peu de shoot extérieur Ouais. parce qu'elle avait eu très peu de repos et tout ça. Là, ici, on en avait parlé pour Caitlin l'année passée, hein, où tu enchaînes en 3 semaines la fin du tournoi NCA, la draft, les camps d'entraînement et tout ça. Et là, en fait, pareil, hein, comme pour les autres, elle va avoir le temps de se reposer, de pouvoir réattaquer une nouvelle saison. Et entre autres, on sait bien qu'elle avait dit qu'elle essayerait. Je sais bien que dans sa palette, il y a des trucs, c'était un peu un deux. On va voir ce qui se rapproche le plus de Prime Page parce qu'effectivement, je pense qu'elle a une palette qui est déjà tellement poussée et tellement propre qu'effectivement, je suis pas sûr qu'on puisse pousser le curseur encore beaucoup plus loin. Par contre, je pense qu'effectivement, se faire à ses coéquipières, comme tu dis, d'avoir un environnement plus compétitif autour d'elle. Mais en plus, ouais. En plus, toutes les qualités là qu'on a vues, qu'on a évoquées, elles vont être dans un collectif qui sera plus fonctionnel, plus cohérent. On va mieux voir son playmaking, on va mieux voir son efficacité, on va mieux voir ses qualités défensives. C'est sûr. Parce qu'elle ne sera pas dans une équipe qui va perdre. Ces qualités-là, elles vont impacter les résultats des Wings et du coup, elles seront mieux mises en avant. Peut-être qu'effectivement, Gis, tu as raison, ça va pas être des progrès, on va pas se dire, waouh, incroyable, elle a progressé de dingue. Ah ouais, parce que elle est déjà elle est très un peu. forte. Voilà. Qui Mais peut ça va avancer un vraiment peu, chez ça va elle aussi l'année un peu prochaine, bien. c'est le tir à 3 points. Cette année, il n'est pas trop rentré. Mais parce que aussi, voilà, il y avait aussi beaucoup de défense agressive sur elle. Je pense que pour une joueuse qui a shooté à 40% à la fac toute sa vie, à 3 points, je pense que le 33% de cette année, voilà, c'est autour de la moyenne, mais je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux. Voilà, il y a des aspects comme ça qui peuvent se débloquer. Et moi, j'aime bien, avant qu'on change de joueuse, qu'on insiste aussi sur sa défense. Parce que je trouve que c'est un aspect qu'on n'évoque jamais. On parle beaucoup de l'attaque de Paige, parce que la défense de cette joueuse-là, c'est juste complètement dingue. Et ça, globalement, elle a été forte l'année dernière, mais du coup, c'est à peu près la seule bonne défenseuse à Dallas. Et donc, du coup, ça s'est pas trop traduit en termes de résultats collectifs. Mais par contre, individuellement, elle a fait des choses, enfin, juste quand même complètement dingues. Et c'est là que moi, je la trouve vraiment très forte. C'est que des joueuses qui sont très fortes en attaque, il y en a plein. Par contre, qui ont aussi le bagage défensif. Tu vois, tu peux trouver des filles qui ont des bagages défensifs. Tasha Claude, elle a toujours eu le bagage défensif incroyable, mais elle n'a pas le scoring et l'attaque de Paige, quoi. Là, tu te retrouves avec quand même un peu les deux aspects. Et ça c'est quand même hyper fort, quoi. Ouais. Donc bon, on verra. Et c'est une réponse qu'on peut faire d'ailleurs.
poser un peu la question par rapport au positionnement de Caitlyn. Alors, on en a parlé dans la dernière vidéo, parce que Caitlyn a eu sa blessure, et donc on s'est retrouvé un peu où ça paraît évident. Mais au-delà de ça, il faut se rendre compte qu'en fait, Caitlyn, qui est estampillée comme une scoreuse, elle a fait la même moyenne de points en saison rookie que ce qu'a fait Paige l'année passée, en fait. Elles sont toutes les deux à plus de 19 points par match, alors que Paige, au final, on lui attribue d'autres qualités, effectivement, de play. Il y a plus de volume sur d'autres stats pour Caitlyn. Le but, c'est pas de les comparer l'une pour l'autre spécialement, mais c'est pour dire que c'est pas déconnant de les placer dans les mêmes catégories, dans le sens où il y a peut-être un peu moins de volume pour Paige. Sur certaines catégories, il y a plus d'efficacité. Et puis, comme tu le dis si bien, Gis, il y a les deux côtés du terrain où effectivement, Paige, à ce niveau-là, je pense que la mettre top 10 de cette ligue à l'heure actuelle, c'est pas du Non, mais elle remplit plein de cases, quoi. Elle remplit l'attaque, le playmaking et la défense. Donc, voilà. Au bout d'un moment, quand on cumule un peu tout ça. Alors après, je peux entendre les résultats de Dallas, etc. Mais là, on fait un power ranking individuel, quoi. Nettement mieux cette saison. On va voir aussi ce qu'elles vont faire avec le first pick 2026. Mais bon, en général, les deux équipes, les équipes qui ont eu 2 first pick de suite, Vegas, Indiana, en général, ça a plutôt bien accéléré le projet, quoi. Oui, Seattle aussi, oui, exact. Tout à fait. En parlant de Seattle, on va y aller, puisqu'en 9e position, on a The President, Nneka Ogwumike. C'est un surnom officiel, hein, je l'ai vu sur Basket Référence, The President. Ouais, bon, les surnoms de Basket Référence, des fois. Ouais, mais celui-là, il passe bien. Et puis ça a du sens, elle est toujours présidente de la sauce des joueurs. Nneka Ogwumike, saison collectivement compliquée, décevante du côté de Seattle, mais individuellement, Nneka, elle est comme le bon vin, elle s'améliore en vieillissant, j'ai l'impression. J'allais utiliser la métaphore du vin, tu vois, mais c'est assez inattendu quand même. Je m'attendais pas à ce qu'elle devienne plus forte sur la saison où elle fait MVP ou enfin les meilleurs succès avec les Sparks. Surtout après la fatigue qu'on avait vue chez elle, entre les négociations du CBA à l'époque, les galères des Sparks, le fait que pour son avenir, il fallait qu'elle passe à autre chose. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que sa deuxième partie de carrière soit comme ça. Elle est incroyable. Elle est d'une fiabilité et d'une régularité à toute épreuve. Ça n'a pas suffi pour que Seattle ait leur chip, qu'elle fiabilité dans tous les compartiments du jeu. Elle est irréprochable et vraiment... elle est vraiment meilleure que lors de ce qui était a priori son prime avant. Donc je suis toujours bluffé par cette joueuse par rapport à Nneka Ogwumike. Certaines mauvaises langues diraient que c'est la faute de Derek Fisher, mais la période mauvaise, entre guillemets. Elle n'a jamais été mauvaise. C'est autant Derek Fisher que les négociations du CBA. Ouais, non, mais je pense que oui, il y a eu un impact. Enfin, on le sait, elle avait plusieurs fois dit que toute cette période 2020-2021 avait été beaucoup impactée par toutes les négociations. Elle y passait beaucoup de temps. Non, c'est assez impressionnant. Bon, il manque un peu la défense, mais par contre, en attaque, c'est tellement incroyable, quoi. Bon, elle est hyper efficace. Elle a vraiment aussi pris le tir à 3 points dans sa carrière, parce qu'au départ, elle shootait un peu, mais ce n'était pas trop ça. Là, maintenant, c'est une shooteuse presque à 40% 3 points, quoi. Et c'est hyper fiable, c'est hyper efficace. Ça permet aussi de jouer avec une autre grande à côté. Du coup, on l'a vu souvent, hein, soit avec Dominique, soit avec Kezzy. Et ça, c'est top parce que tu peux avoir la défense d'Ezzy ou un peu l'attaque aussi dos au panier de Dominique. Et tu as Nneka qui peut se retrouver à 3 points, qui peut jouer beaucoup de pick and pop et tout. Elle a une vraie valeur structurelle aussi sur le fait de pouvoir tirer à 3 points. Un peu comme on avait parlé d'Alana Smith aussi. Bon, là, bien sûr, elle est plus forte, mais c'est des vraies valeurs. Et dans le basket moderne, c'est hyper important. Et on voit de plus en plus en WNBA que les grandes qui shootent, ça devient aussi un bon point positif. On l'a vu avec Yana Rupert aussi aux Valkyries. On le voit un peu avec Cameron Brink aux Sparks aussi. Donc, voilà.
Euh, Elle fait partie de l'ancienne génération, mais par contre, au niveau de la modernité du jeu, elle est bien là, quoi. Donc, non, c'est une super saison. Et puis, il faut rappeler quand même que, alors, il y a Skylar qui avait aussi beaucoup de ballons, mais en termes de scoring d'efficacité, c'est clairement la première option, quoi. Donc, je pense que top Ouais, 10, mais c'est là, normal, quoi. 18 points, 18 points par match Mm. à 52%. C'est quand même pas dégueu. Et ce que tu disais à 3 points, c'est qu'en plus son Mm. volume a augmenté, donc elle a cette fiabilité qu'elle a fini par Ouais, acquérir. 37, tu Ouais, vois, à ouais. 37%, presque 37% cette année-ci, mais sur 4 tentatives par match, alors qu'avant elle en tirait au maximum 2, quoi. Donc ça, c'est effectivement, c'est un vrai changement dans son jeu qui peut peut-être moins chercher enfin, dans la peinture. Surtout, comme tu l'as dit, parce qu'il y a des plus jeunes dont c'est encore plus le poste de prédilection, que ce soit effectivement Dominique ou Easy. Donc c'est une évolution logique de son jeu, mais encore faut-il réussir à se réinventer, à rajouter ce genre de palette quand tu as maintenant 35 ans. Donc, 37% à 3 points sur une intérieure. Ouais. C'est 4% de plus que la moyenne de la ligue. C'est quand même assez fou. Non, mais c'est quand même assez fou pour une intérieure, quoi. Puis en plus, on n'est pas sur des volumes comme la NBA en termes de tirs, hein. Déjà, on est sur 40 minutes, mais voilà, donc c'est quand même 4 par match pour une joueuse, c'est un c'est vrai beaucoup volume, en fait, c'est un 40 vrai minutes. volume. C'est un vrai volume. Puis je pense qu'elle elle est durable, hein. Enfin, on va Oui. voir ce que va faire Seattle, hein. C'est un peu l'inconnu, mais avec le changement de coach et tout ça, mais je pense qu'elle a encore vraiment de bonnes années à donner, quel que soit le contexte. Puis ça a été vraiment, enfin, de la vie générale, ça a été une bonne mentor, quoi, pour les jeunes de l'effectif. Elle s'en réfère toujours à elle. Enfin, donc elle a encore un rôle à jouer, que ce soit à Seattle ou ailleurs. On est sur un certain crépuscule, mais un très 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 beau Non, le crépuscule. seul. Et puis Vas-y, Flo. non, je disais dans ce contexte de Seattle où il y a quand même eu beaucoup de discussions sur la coach, sur Jrue Lloyd l'année passée, par moments sur Skylar, tu vois, où tu as parfois des mouvements d'humeur où tu sens que le groupe est pas toujours hyper sain, que c'est vestiaire. Je pense même que c'est plutôt une joueuse qui aurait tendance à mettre du lien. Donc, non, c'est une super joueuse. Et c'est pas un hasard si c'est ce genre de joueuse qui est élue depuis déjà un certain nombre d'années présidente de l'assaut des joueuses, c'est que c'est une joueuse qui a tendance à faire aussi l'unanimité dans le pool de joueuses de façon globale, quoi. Je me demande si, alors pour elle, c'est une frustration et une déception de ne pas avoir pu jouer pour le Nigeria. Elle a essayé tous les ans quasiment dès qu'il y avait une compète, hein. Mais par contre, je pense que pour la forme, pour sa forme et pour le niveau qu'elle a encore, c'est pas la suite. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est encore une belle saison, quoi. Et malgré l'âge avançant, elle est encore bien là, quoi. Une joueuse qui a eu une saison, en tout cas dont l'équipe a eu une saison nettement plus compliquée, mais qu'on n'a quand même pas voulu trop descendre parce que le niveau de la joueuse reste impressionnant quand on veut bien lui donner les Jonquel Jones, qui était donc la MVP des finales en titre. Et puis New York qui fait une saison, on va rester poli, décevante. On n'a pas descendu non plus que ça. Jonquel, je ne sais plus à quelle place elle était l'année passée, mais elle était peut-être bien 6e ou 7e dans ces eaux-là. Jonquel Jones, c'est toujours un peu le même dilemme, c'est qu'il y a les soirs où elle doit se contenter des miettes, et puis il y a les soirs où elle est responsabilisée, et les soirs où elle est responsabilisée, c'est juste une arme dont les défenses, la plupart du temps, ne savent pas. Vous évoque la place en 8e position de Jonquel Jones. C'est super compliqué, Jonquel, hein, parce que moi, après, je reste sur mon ordi avec une autre utilisation, parce que je suis persuadé que ça reste encore, en théorie, une sorte de cheat code qui est capable d'être très forte en défense, qui est, quand elle est bien utilisée en attaque, bon courage pour défendre sur elle, parce qu'elle sait faire plein de trucs. Mais dans les circonstances à New York, c'est plus dur, et du coup, ça oblige à revoir un peu sa position dans un ranking comme ça, individuellement, parce qu'on est dans l'hypothétique. Moi, je pense qu'elle peut encore être ce qu'elle a été un temps au Sun, mais est-ce que ça voudrait dire qu'elle serait plus incroyable? Mais est-ce qu'elle peut encore faire plus haut que 8? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, elle a quoi? Elle a 31 ans maintenant? Ouais, c'est ça.
Elle a presque Ouais. 32 parce qu'elle est du Ouais, 5 c'est ça. janvier. Mais Donc, c'est juste qu'elle est passée par tellement de trucs différents aussi, de statut, de rôle dans sa carrière et moi, c'est plus voilà, c'est l'avenir qui m'interroge. Son niveau à l'heure actuelle dans une équipe qui fonctionnerait correctement, je pense qu'il est encore très, très élevé. Après, est-ce qu'elle aura l'opportunité d'être vraiment la première option indiscutable dans une autre équipe? Je ne sais pas. Bah, moi, on parlait de grande qui shoot. Jonquel, cette saison, 42, elle aussi à 4 tentatives par match et elle a plus de 42% à 3 points. Non, mais je pense que individuellement, sur les qualités de la joueuse, elle est top 5 de cette ligue sans problème. Ouais, c'est un cheat code. Hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la mettre top 5 parce qu'elle n'a pas le volume d'une top 5 de joueuses, quoi. Puisque à New York, le volume, il est sur d'autres joueuses. Et on en revient toujours à la même chose. Mais il faut se rendre compte que, Jonquel, il y a la défense. Comme l'a dit Flo, le tir à 3 points. Là, on parlait de 37 tout à l'heure. Là, c'est 42%. C'est la joueuse peut-être, enfin, il faudrait regarder, mais en termes de volume, c'est peut-être la joueuse la plus à droite de la ligue. À mon avis, elle est devant qu'elle a même de malade, quoi. On a la défense, parce que c'est quand même une défense élite, il y a le rebond, il y a du passing en plus avec Jonquel Jones. Là, on parlait de Neka tout à l'heure. Ce qui lui manque aussi, c'est la passe à Neka. Mais Jonquel, elle peut porter la balle. On l'a vu au Sun. Hein. Elle fait beaucoup de main à main, elle va beaucoup déclencher d'action. Je pense que sur sa palette, on va dire, elle est une joueuse peut-être aussi talentueuse que le top 2 ou le top 3 en termes de talent et de skills. Il y a quelques Oui, elle années, il me était semble, troisième ou qu'elle était quatrième, top ouais, voilà. mais elle Ouais. a été top Mais 3 par contre, plusieurs maintenant, fois. c'est sûr que dans le cadre de New York, elle a un volume qui est plus petit. Donc, on est aussi obligé à un moment de quantifier ça parce que. Mais moi, je suis de ton avis. Je pense que si elle partait, qu'elle allait dans une franchise où elle serait responsabilisée, je ne vois pas de raison pourquoi elle ne pourrait pas le faire, en fait. Après, c'est toujours la question. Et peut-être que le nouveau CBA va rabattre les cartes parce qu'à un moment, peut-être qu'il n'y aura pas de possibilité de mettre des gros salaires sur 25 joueuses quoi, dans une équipe. Donc, Moi, j'ai envie de voir une Jonquel dans une. Avant qu'elle rejoigne New York, je crois on aimait bien des idées comme Atlanta, enfin, tu vois, où elle serait vraiment au cœur du truc, première option, parce que je suis sûr qu'elle peut encore peut être ultra, ultra dominante. Mais est-ce que c'est ce qu'elle voudra faire? Est-ce qu'elle est plus intéressée Je pense qu'il y a, par ça, par il y le a, statut? il y a Je sais son pas. caractère aussi dans le jeu qui rentre en ligne de compte, hein, parce que quand tu regardes en carrière, 10 tentatives par match, elle a pratiquement jamais été au-dessus de ça. Et cette année-ci, elle est juste en dessous de 10 tentatives par match, tu vois. La seule saison où elle dépasse vraiment 2021. ça, c'est un match et elle est MVP. Et elle est MVP. Donc, comme quoi, quand tu lui donnes les cartouches, Bah ouais. elle est injouable. Et alors, par rapport à ta question, Gis, dans les joueuses qui ont un volume et une réussite similaire, en gros, il y a, on va dire, elle a 4 autres joueuses avec elle. Alors, il y en a 3, Sonia Citron, Sophie Cunningham et Léonie Fibiche, qui sont 3 joueuses un peu avec le même, un profil assez similaire, je vais dire. Et la quatrième, elle va vous intéresser parce que là, par contre, c'est une intérieure et vous la connaissez très bien. Mais elle a joué moins de matchs cette saison. Ah, c'est Emma Messman. Iliana Rupert. Ah non, Iliana Rupert, ouais. Ah oui, il y a 3 points. Oui, je suis bête, oui. Emma Messman, elle a 66% à 3 points, mais elle a vraiment un trop petit volume. Oui, non, mais c'est Iliana, oui. Bah, Iliana Rupert, elle est à 4 par match, elle a quand même, tu vois, elle a joué 20 matchs. Bah, pour moi, c'est peut-être la meilleure shooteuse, la meilleure big shooteuse de la ligue, Iliana. D'ailleurs. Je pense que, voilà, en termes. Mais bon, après, elle a un petit rôle, donc forcément, c'est un peu plus délicat de la juger, mais là-dessus, elle sait faire. Ouais, mais non, mais Jonquel super joueuse comme d'habitude et caractère qui. Il faut reconnaître aussi. Elle a quand même relativement fait peu de vagues depuis le début de ce projet, alors que c'était pas le sien à la base, tu vois. Encore une fois, elle arrive à New York pour rejoindre Sabrina et Brana Stewart. Il est arrivé après. Tu vois, finalement, Sloot, elle est partie, Brana Stewart, elle est toujours là. Mais depuis 3 ans, je pense que le projet qui est là, alors, un projet avec plein de stars, elle a eu un titre, elle est MVP des finales, elle va pas sans le.
quand elle a 3 tirs sur un match, comme ça lui arrive parfois, on l'entend pas râler non plus derrière en disant il me fallait les ballons, il fallait me les donner. Enfin voilà quoi. Mais c'est juste un peu, c'est un peu l'époque, tu sais aussi, on l'avait évoqué avec Elena Deledod, où des fois elle prenait moins de tirs et qu'en fait tu te disais, mais pourquoi elle prend moins de tirs en fait? Parce que à chaque fois qu'on lui donne la balle, ça rentre. Donc faut lui donner la balle quoi en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu. Et quand tu vois certaines à New York qui ont tendance à monopoliser la balle, ben, c'est vrai que ça fait un peu. Bon, voilà, c'est un peu plus délicat, quoi. Sujet glissant. Ouais, tout à fait. On va évoquer tout Ouais, à l'heure d'ailleurs. on... Et maintenant d'ailleurs. On reste à New York d'ailleurs. Sabrina Ionescu qui je pense a peut-être bien perdu une place ou deux. Moi, je pense qu'elle était en bordure de top 5 l'année passée. Sabrina Ionescu qui statistiquement fait toujours une saison très propre cette année-ci, 18 points par match. Elle a pratiquement 6 passes. Mais je sais pas l'avis que le rendu que vous en avez eu. J'ai l'impression qu'elle a parfois fait des matchs dans le vide. Elle a fait des matchs où elle était hyper impressionnante. Je sais pas, drôle de saison, mais c'est une drôle de saison de New York de façon globale. C'est George, c'est pas dans le cadre du Power Ranking, hein, parce que Sabrina, là, ça fait quoi? C'est la deuxième saison où elle est rentrée dans le rang à 3 points après son. C'est quoi, s'il y a 2 ans, ouais, elle était incroyable et elle rentre absolument En fait, c'est il y a 2 ans l'anomalie. C'est pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça déjà, alors, je veux dire, t'imagines si elle shootait tout le temps comme ça, bon là, tu elle est automatiquement top 5 tous les ans quasiment, parce qu'en tant qu'individualité, c'est incroyable. Ouais, moi j'ai eu un sentiment mitigé sur elle cette saison, alors que peut-être que statistiquement, il n'y a peut-être pas eu de chute vertigineuse. Faudrait que je regarde, mais sur ouais, le rendu, je m'attendais presque en sortie de titre à ce qu'elle, à ce qu'on la voit encore plus moteur, plus visage de l'équipe. Mais alors c'est très compliqué à faire dans une équipe construite et constituée comme ça, et qui a eu les difficultés qu'on sait, hein, avec en plus des. C'est même pas si on peut dire qu'elle a stagné, mais j'ai pas l'impression qu'elle a montré de façon assez pour être plus haut que ça dans le classement par rapport à ce qu'on a. Moi j'ai l'impression que ce truc de vouloir être moteur, elle a voulu l'être. Parce que je trouve que par moment, justement, on l'a peut-être même trop vu. Même si. Enfin, s'il y a un truc sur lequel elle a croqué quand même à 3 points, effectivement, il y a 2 ans, elle fait une saison incroyable où on l'avait dit, elle était sur des pourcentages historiques avec un volume, on parlait d'un volume de 4, là elle est à 7 par match. Mais justement, quand tu es en dessous de 30% à 3 points, il y a un moment, tu n'en prends pas 7 par match. Sur le reste, elle est restée globalement dans ses standards, elle est toujours dans le playmaking et tout ça, mais j'ai pas les stats usage et de voir enfin je sais pas, j'ai par moment vous trouvez qu'on la voyait trop en fait et pas toujours avec l'impact qu'il fallait. Bah, mais je ne sais pas ce que Gis qui a peut-être plus de clés en main alors, pour nous dire par rapport à ça. À l'usage, hein, elle est à 97e centile, donc elle fait mieux que 97% des joueuses. Hein, donc voilà, 29% d'usage. Il n'y a qu'une joueuse qui dépasse les 30, c'est Jay Wilson. Hein, sinon, toutes les joueuses sont entre. Les stars, en gros, hein, sont entre 25 et 30, quoi. Voilà, donc là, elle est à 29. Moi, en fait, j'adore la joueuse. Je trouve que c'est une playmakeuse de génie. Il y a le passing, il y a tout ça. Mais encore une fois, on a beaucoup parlé de 2 semaines quand on a enregistré le podcast. Je pense qu'il y a une erreur de rôle. En fait, elle a trop de volume au scoring. Et pour moi, Sabrina Ionescu, elle n'est pas assez bonne. Et quand on a vu Sabrina Ionescu à la fac, quand on l'a vue à Oregon, c'était pas une grosse scoreuse. Ça n'a jamais été vraiment une grosse scoreuse. Et je trouve que depuis qu'elle est dans la ligue, on lui donne beaucoup de responsabilités en attaque. Alors, c'est son équipe, hein, on le sait, hein, New York, elle a été draftée là, c'est elle qui a un peu monté tout le projet, etc. Mais moi, je pense qu'il y a trop de volume au scoring, il y a trop d'usage, et qu'il faudrait qu'elle assure vraiment le playmaking. Et sur l'année à 3 points, là, il y a 2 ans, donc à 42 ou elle est à 41, je ne sais plus, 42% à 3 points, il y a une raison aussi. C'est qu'il y a 2 ans, c'est pas elle la meneuse de l'équipe.
c'est Courtney Vandersloot. Ouais. Et elle était dans le corner, elle prenait que des catch and shoot. Là, pourquoi elle est moins à droite à 3 points? C'est parce que c'est presque que des pull-ups. Regardez, les tirs qu'elle prend sur les 2 dernières saisons et le tir qu'elle prenait quand il y avait Courtney Vandersloot, c'était que des tirs ouverts. Donc forcément, c'est une bonne shooteuse, Sabrina Ionescu. Elle ne gagne pas les concours à 3 points, tu vois, comme ça. C'est une bonne shooteuse, mais le problème, c'est que là, elle prend des tirs un peu horribles, hyper défendus. Ouais. Des fois, il y a 2 joueuses sur elle, elle tire à 3 points. Et c'est là que je trouve qu'on voit, quand on a parlé de Paige tout à l'heure, au scoring, même sur des joueuses qui vont switcher sur les écrans, elle va marquer, Paige. Sabrina, en scoring, elle n'est pas incroyable, c'est pas une scoreuse d'élite. Par contre, c'est sûr que si tu l'as très à droite, parce que son tir est fiable. Et je pense que le problème, il est un peu là. Et à mon avis, New York, où ils sont un peu plantés aussi, c'est là, c'est sur les responsabilités. Alors après, Sabrina Ionescu est une star, elle a beaucoup la balle, il y a le côté médiatique. Dans cette équipe-là, en tout cas, après dans une équipe plus faible, peut-être qu'elle aurait le volume, elle aurait ce volume-là, mais dans cette équipe-là, je ne suis pas persuadé que. Et j'avais fait une petite stat pour terminer là-dessus dans la saison, mais j'avais regardé. Quand elle avait moins de 25% d'usage, New York perdait plus aucun match. Et Ouais. je pense qu'il y a des raisons à ça. Sur voilà, le visage de l'équipe. Oui, voilà. Et puis la médiatisation dont on a parlé, enfin, c'est un bonus pour la franchise de l'avoir rayonné médiatiquement. Tu vois, donc après, c'est-à-dire que politiquement et tactiquement, ça change des choses. Donc, et alors que tu as très probablement raison. Avec moins d'usage, elle serait plus On la met efficace. Et ce 7e, serait par Betty contre. Kramer, d'ailleurs. Peut-être pour Allemand. On est un peu Voilà. négatif des Oui, fois. on mais on la met- chipote, on chipote, on chipote chipote, parce mais- qu'on explique pourquoi. Voilà, Voilà, on est très proche des 10 meilleures voilà, joueuses du monde, voilà, globalement. évidemment. Je pense Voire que plus haut, voilà, le il n'y a pas trop de soucis avec Non, mais ça. c'est un mieux que la saison dernière. Et c'est ça, je pense, qui est un peu déroutant parce qu'on se dit, bah ouais, peut-être avec un peu moins de scoring et des tirs un peu mieux pris, ça serait plus efficace. Et en fait, là, le jeu, Mais surtout que ça ça se trouve, elle aurait exploserait, peut-être quoi. même pas moins de stats en fait. Elle est Non, plus mais peut-être pas, efficace et que parce du que coup, je suis parce- certain que New York ait de meilleurs résultats. Ben moi, je pense que Sabrina Ionescu, c'est une fille qui a une saison de MVP dans les pattes en fait. c'est ouais, c'est très statistique, mais si vous mettez 25% d'usage ou 28% d'usage, mais que l'efficacité augmente, vous pouvez arrêter possession à chaque fois que vous en jouez une. Bah, vous n'avez pas besoin d'en jouer autant en fait pour marquer le même nombre. Donc il y a des choses derrière tout ça. Bon après voilà, c'est un peu plus statistique, mais je pense il y aurait peut-être peut-être un rôle à redéfinir et là on verra avec effectivement le nouveau coaching staff. D'ailleurs quelqu'un qu'elle doit connaître relativement bien en plus. Ça va. Vu qu'il est passé par Golden State et quand on connaît les liens avec Steph Curry de Sabrina Ionescu, bon voilà. Je pense qu'il y a il y aura peut-être du style de jeu un peu différent aussi. En sixième position, une joueuse qui a changé de crèmerie cette année et qui s'y est plutôt bien trouvée, qui a fait une saison à titre individuel. Elle est pas finie dans la first team, hein. Détrompez-moi. Non, Elle est est même pas dans la seconde. seconde, c'est bien ça. Il me semblait bien qu'il y avait un scandale quelque part. On parle de Kelsey Plum. Alors on parle des Sparks qui n'ont pas fait une grande saison collective. Ceci explique sans doute cela, mais par contre de la saison qu'elle avait fait en 2022, si je ne me trompe pas, à Vegas, où ben, pour nous c'était la meilleure chose de Vegas. C'était la meilleure chose de Vegas, avec un jeu qui était tourné autour d'elle. Alors avec à l'époque de meilleurs résultats collectifs, donc effectivement on ne peut pas mettre Kelsey Plum dans la même discussion en termes de MVP cette année, vu les résultats de Los Angeles. Mais non, excellent offensivement. Je trouve qu'il y a un équilibre qui a été trouvé avec l'arrivée de Julie Allemand aussi, où c'est un duo qui, de nouveau offensivement,
C'est bien le problème d'ailleurs, c'est qu'il y a un autre côté du terrain. Mais, je trouve il y avait une vraie belle complémentarité entre les deux qui était très chouette, avec Julie qui permettait de retirer un peu parfois le ballon des mains de Kelsey Plum, et Kelsey Plum qui par contre je pense que son énergie est comme qui nous manque parfois dans certains contextes d'équipe, et là je trouve qu'elle l'a été, et je ne peux pas croire que la présence de Kelsey Plum à ses côtés soit étrangère à ça. Et donc, non, Kelsey Plum qu'on vient mettre en 6e position, on l'a même pas sur notre top 5, euh, mais, euh, mais individuellement, saison une fois de plus impeccable, pratiquement 20 points par match, elle est à 19,5, avec des pourcentages très corrects, presque 6 passes. Bon, Bah, elle aussi, C'était 31, mm. donc au top de sa forme, quoi. Ouais, dans le prime total, c'est- quoi. c'était un peu herculien comme tâche pour elle. J'ai été très, très agréablement surpris. Non pas que je m'attendais à ce que ça se passe pas bien, mais en tout cas, je demandais à voir ce que ça donnerait en dehors du cocon Vegas dans lequel elle a été les dernières années. Elle a été incroyable. Toute la saison, je nous disais, mais en fait, quasiment personne n'en parle. Mais c'est vrai que quand tu regardais les matchs, elle assumait un degré de responsabilité qui était incroyable et elle le gérait vraiment, vraiment bien. C'est, Elle a montré qu'elle était une des top joueuses de la ligue, tout simplement, et que c'était pas un hasard que sur certaines saisons, elle se soit retrouvée à la discussion pour l'MVP. Il y a une année où elle aurait pu voir dû peut-être le gagner. En tout cas, je trouve que c'est très prometteur pour la suite parce que c'est pas évident de sortir d'un système comme celui de Vegas et de rayonner autant qu'elle l'a fait là. Après, maintenant, faut que ça suive quoi, les top 6 de notre classement. Non, mais sa saison, c'est complètement dingue. En fait, toute l'attaque de Los Angeles, c'est elle. L'année dernière, j'en avais parlé, mais l'année dernière, Los Angeles, il y a une des pires attaques de la ligue. Cette année, elle est dans les meilleures attaques de la ligue, juste avec l'ajout de Kelsey Plum. Faut se rendre compte que l'équipe, elle n'a pas changé, en fait, entre l'année d'avant et il y a eu la création qu'elle a assumée et même toute la première partie, tu as parlé de Julie qui lui a fait du bien parce que Julie, elle a beaucoup exploité justement les décalages que crée Kelsey Plum. Et au début de l'année, bah, en fait, elle n'était pas là, cette chose-là, pour exploiter tout ça. Mais elle a tenu. Je me rappelle toujours du premier match de la saison, elle enclenche 36 ou 37 dans un match contre les Valkyries, je crois, et qu'elle gagne de peu en prolongation. Mais je me dis, mais dès le début, et au début, je me suis dit, bon, ouais, voilà, il y a peut-être un peu de surchauffe à 3 points, ça va peut-être rentrer dans le rang. En fait, pas du tout. Et moi, ce qui me bluffe, parce qu'elle est vraiment pas grande, mais c'est sa capacité à aller chercher les fautes et à aller tout le temps au cercle, au cercle, au cercle, au cercle. Ouais. C'est vraiment hyper impressionnant. Un moteur Après, incroyable. après le point qu'on peut mettre, hein, et je pense que c'est sa limite, c'est la défense. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise. Enfin, c'est pas qu'elle fait pas d'efforts, c'est qu'elle est juste petite et Ouais. qu'à un moment, bah, tu peux pas. Je veux dire, la taille. Enfin, tu vois, on parlait de la défense de Page tout à l'heure. Si on lui fait faire 1m70, ça n'a plus du tout le même Oui. rayonnement de la On défense. l'a pas Même si elle a mentionné, des mais lectures, Page, c'est quoi, en quand fait. même Mais tu c'est vois, un beau bébé tu déjà en vois. termes de taille et d'envergure, voilà, ça aide. Donc, Ouais, non, et à l'inverse, tu vois, on parlait de Sabrina Ionescu qui est plus grande, mais elle non plus, qui n'a pas la défense non plus. Donc, mais Kelsey Plum, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle est petite. Et donc, forcément, bah, oui, elle se fait tirer. Enfin, voilà, il y a des joueuses qui shootent par-dessus elle, etc. Et tu peux pas faire grand-chose. Mais c'est pas forcément. Elle fait des efforts quand même. C'est pas juste. Voilà, des joueuses qui des fois ne s'intéressent pas du tout à la défense. Et que elle, bah, malheureusement, elle est pas tombée le bon côté de la pièce, quoi. Bon, elle en est tombée sur des autres bons côtés quand même. Et puis le passing et tout enfin, franchement, c'est devenu une vraie meneuse de jeu. Hein. Non, et c'est intéressant que tu mentionnes Avec les le fait de métiers, la provocation le fait de provoquer des fautes, parce que elle a 5,7 lancers tentés par match, alors qu'auparavant, il y avait une seule saison où elle avait dépassé les 4. Elle les avait dépassés de peu, et c'est en 2022 justement la saison où elle avait déjà été excellente. Et donc là, voilà, il y a pratiquement 6 lancers par match à 89%. Hein, donc ça fait du bien à l'efficacité. c'est une vraie arme, quoi. Ça veut dire que chaque match, tu as au moins 5 points qui sont amenés sur tes lancers.
Non, mais C'est le un peu costume spécial. d'option numéro 1 même de franchise player, enfin, il est pas trop grand pour elle, hein, là, elle l'a bien montré, je pense, hein. Ouais, clairement. Ouais. Et aussi, dernière chose, c'est la joueuse qui a joué le plus de minutes. Elle a joué 43 matchs sur les 44, 1508 minutes sur la saison. Donc c'est la joueuse qui a le plus joué en nombre de minutes. Donc c'est quand même, en plus, elle l'a fait voilà, sans blessure, avec des gros temps de jeu, des grosses responsabilités, du volume, du scoring. Et juste pour les lancer, hein, voilà, elle provoquait 40% de lancers en fait. C'est juste complètement dingue sur chaque. C'est rassurant le temps de jeu Mhm. parce qu'on sait qu'elle a eu des problèmes physiques par le passé dans sa carrière, donc Donc non, non, super saison et effectivement complètement snobé pour moi dans les All WNBA Team parce que bah, ils ont certainement jugé la saison de LA, mais bon, d'un autre côté, ils ont mis Page et la saison de Dallas, elle est moins bonne que la saison de LA. Donc il y a des fois, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre comment ils font leur truc, mais bon, bref. Je vais pas revenir là-dessus, quoi. Alors jusque-là, on était globalement sur des premières options. Ici, on va arriver sur une joueuse qui n'est pas vraiment première option de son équipe et qu'on a quand même placé très mieux. Jackie Young, qui dans cette saison en deux visages de Vegas, parce qu'il y a vraiment deux visages à cette saison, assez clairement, elle est avec Eja Wilson les deux joueuses qui ont vraiment été constantes tout au long de la saison. Euh, Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en toute discrétion, un jour, si elles font vraiment toute leur carrière ensemble, et j'espère vraiment que ça va être le cas, on va peut-être se retourner sur ce duo, parce que tu vois, qui a été dans l'équipe, il y avait Kayla McBride au début, maintenant il y a Drew Lloyd, enfin il y a eu des mouvements autour. Par contre, ce duo-là, Eja Wilson, elle arrive en 2018, Jackie Young, elle arrive en 2019, et depuis, j'ai quand même l'impression que l'ossature de l'équipe elle est vachement bâtie autour de Jackie Young, qui est cette espèce d'arrière, mais qui peut créer, qui peut défendre, qui peut se mettre off-ball, qui peut jouer avec la balle. Et en contrepartie, la présence intérieure, ben on va en reparler. Option, il y a quand même beaucoup de matchs où elle, en termes de vraiment de création, de rayonnement du jeu, de plaque tournante de l'équipe, elle a quand même, elle remplit un peu tous les rôles. Et bon, je pense que pour ceux qui nous suivent, c'est pas un secret que c'est une joueuse qu'on porte en très haute estime et depuis longtemps. Euh, mais c'est aussi une joueuse qui est fort sous-estimée. Et donc nous, on voulait lui rendre quand même un petit hommage parce que le titre de Vegas, qui est une histoire, enfin, faut en faire un documentaire de cette saison de Vegas, qui est évidemment pas pour rien non plus. Donc on voulait lui rendre ses fleurs et elle clôture le top 5 de notre Power Ranking cette année. c'est un peu le couteau suisse ultime. Enfin, elle est parfaite elle est parfaite dans ce rôle-là. Alors évidemment, on peut se demander qu'est-ce qu'elle donnerait dans un autre contexte. Peut-être qu'on le verra avant C'est la la fin de grande sa carrière. question, Peut-être qu'elle peut-être. voudra juste, Voilà. voilà, Mais bon, peut-être qu'elle voudra juste se greffer à A'ja Wilson et continuer une dynastie ensemble. Et ça, c'est plus que respectable, hein, vraiment. Mais je pense aussi que ça va avec ça, un peu sa personnalité. On voit que c'est dans un groupe, elle est solaire, tout le monde adore la coéquipière parfaite. Mais je ne sais pas si elle a par contre, est-ce que moi c'est une des choses sur laquelle j'ai fait un virage à 2000 degrés entre le début de sa carrière et là c'est une chose que j'avais pas forcément vu venir. J'avais pas beaucoup regardé avec Notre-Dame à l'époque. Donc bon, c'était un first pick, j'étais un petit peu étonné. Et sur le début de carrière, je me disais que c'était une bonne joueuse, mais je ne la voyais pas devenir. Je pense qu'elle a. Oui, puis Ouais. c'était le grand Notre-Dame, quoi, tu vois, de 2018 avec. C'était avec ouais, c'était Harry dilué avec parce qu'en fait le 5 majeur c'était que des joueuses qui avaient 100 WNBA, quoi. enfin, elles arrivent, elles sont 5 de Ah, là-bas, ouais. elles sont toutes les 5 en WNBA avec Marina c'est un Meboui, cycle tout ça. Ouais. de dingue en fait quand on y réfléchit. Euh, Caractère d'être franchise player dans le côté euh, visage de la franchise, tu vois, sur le devant médiatiquement. Par contre, en termes de plaque tournante d'une équipe, Qu'est-ce qu'elle est forte. Mais elle a vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi à force de travail parce que sa progression au shoot, notamment. Alors là, c'est un peu dur à réchauffer ce que je veux dire parce que ça fait plein de temps. J'ai l'impression qu'elle a travaillé vraiment sur tous les aspects du jeu et que c'est devenu une espèce de
de joueuse ultra complète et parfaite parce qu'elle a pas, l'ego démesuré de joueuses qui sont d'un niveau peut-être même inférieur au sien maintenant. Elle est, c'est la partenaire parfaite pour A'ja Wilson et j'aime bien ce que tu as évoqué sur le fait de l'importance du tandem et que A'ja Wilson, qui a une individualité stratosphérique et extraordinaire, elle a aussi besoin d'une lieutenant quelque part comme Jackie Young. Ce qui est génial, c'est qu'elle peut un peu tout faire, quoi. Et c'est là que moi, par contre, je pense vraiment que je suis pas sûr, par contre, je suis pas sûr qu'elle aurait le volume Non, je pense pas non plus. et l'efficacité, etc., vraiment de prendre tous les ballons. Par contre, tu la mets à côté d'une créatrice de décalage, de scoring comme A'ja Wilson, et là, c'est génial. Et ce que je trouve fort, c'est que il y a 2 ans, Chelsea Gray se blesse dans un match de finale, on lui demande de prendre le playmaking. Elle prend le playmaking, pas de problème, tu vois. Là, Kelsey Plum s'en va, donc c'était quand même une part importante du playmaking de l'équipe, parce que Julia, voilà, elle n'a pas eu de playmaking, elle a joué off-ball. Et ben on lui donne, c'est elle qui a le plus gros volume de passes de l'équipe et qui a le plus de volume de responsabilité parce que A'ja Wilson, c'est une intérieure, elle score beaucoup, on va en parler tout à l'heure, c'est une joueuse incroyable, mais c'est pas elle qui va porter la balle pour initier les actions. Donc, et elle le fait, et en fait, elle remplit le rôle. Et en plus, moi, ce que je trouve cool aussi, c'est la défense, quoi. Moi, j'aime beaucoup la défense. Ouais. Alors, la défense de périmètre, c'est pas une joueuse qui va défendre le cercle, mais par contre, c'est une joueuse qui peut quand même switcher pas mal. Et il faut se rappeler qu'à la base, c'est plutôt une arrière. Et maintenant, elle joue plus. Enfin, elle défend beaucoup de postes 3, voire des postes Ouais. 4. Et c'est vrai qu'en playoff, elle a été pas mal ciblée, notamment, j'ai le souvenir avec Seattle où Neka Ogwumike la cible, mais parce qu'en fait, c'est à peu près la seule qui arrive à défendre les paniers, parce que Neka est plus grande, elle est plus physique, mais ce qui prouve quand même de la polyvalence défensive, parce que sinon, Becky Hammon n'a fait pas ça, en fait. Mais pas une joueuse sur des cas qui peut pas la tenir, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que c'est avoir un profil comme ça, qui peut aussi défendre plusieurs joueuses parce que physiquement elle a quand même du répondant, c'est quand même intéressant parce qu'elle n'est pas grande. Hein. Elle a fait pas 6. Hein. Donc elle doit faire 5-11 ou 5-10, je sais plus, 5-11 Attends, peut-être. je te le dis tout de Mais suite. voilà. Elle fait 6 tout court. Ah si, elle fait 6 quand même, d'accord. Donc ouais, ok. Mais tu vois, 6 c'est la taille de Kathleen et Paige. Hein. C'est les tailles des meneuses, quoi, aujourd'hui. Donc il faut se rendre compte que quand tu peux défendre une fille qui fait positif aussi, donc ça, comme tu disais, le couteau suisse, je trouve que ça lui va bien. Elle peut prendre un peu n'importe quel rôle. Après, est-ce qu'elle serait vraiment première option? Ça, moi j'ai quelques doutes quand même. Mais bon, peut-être Non, qu'on le mais verra. Hein. Peut-être. elle a par contre bien rassuré sur le fait que c'était bien une numéro 1 de draft, Oui, même si c'était oui. et que même si Bill Laimbeer a parfois eu du mal à trouver des utilisations assez petites, par contre, il savait drafter le bonhomme. Mais même si on est d'accord qu'on ne prendrait pas Jackie Young en numéro 1 si on Non. redraftait sa draft. Je pense qu'on l'avait refait. Hein. On l'avait refait la draft de mémoire. On la prenait deuxième ou troisième sur cette draft-là. Je rappelle qu'il y a Nafisa Collier. C'était intéressant de voir que Juste pour par rapport effectivement à la surprise que ça avait été au moment de cette draft-là d'ailleurs. En fait, c'est une draft qui était surtout orpheline de Sabrina Ionescu, hein, qui s'était retirée au dernier moment. Ouais. Et donc, il y avait eu un peu un flou par rapport à ça. Et donc, finalement, elle a quand même plutôt bien assumé ce rôle-là au sein d'une grosse équipe. On rentre dans le top 4. Allez. Une joueuse qui a très longtemps été, depuis qu'on fait Sport Ranking, ça doit bien faire 4-5 ans, c'est une joueuse qui, je pense, n'a jamais quitté le podium, et c'est la première saison qu'elle quitte le podium. C'est Breanna Stewart. Breanna Stewart, qu'est-ce qu'on a pensé de la saison de Breanna Stewart? Alors, encore une fois, je pense qu'on risque de paraître négatif dans ce qu'on va dire, parce que encore qu'on reste sur la crème de la crème en termes de basketteuse, et que Breanna Stewart est évidemment une des basketteuses les plus incroyables de cette planète, encore en 2025, et elle le sera encore en 2026. Mais comme on l'a dit, cette saison de New York, elle est un peu particulière. Elle a été très décevante, et Breanna Stewart, elle en fait partie, des bons comme des mauvais côtés, quoi.
Ouais, ça fait bizarre, hein, effectivement, de ne pas l'avoir dans le top 3, mais c'est assez logique finalement, ça, avec l'évolution des choses et avec, on verra avec les trois dont on va parler après, c'est pas vraiment quoi penser de sa saison passée parce que sans décorréler du collectif, tu vois, c'est ça le truc parce que elle est encore, je crois, capable de faire les saisons qu'elle faisait avec Seattle en soi, je pense, hein. Mais est-ce que dans ce système-là à New York, c'est ce qu'il y a de mieux? Je ne suis pas sûr et du coup, ça ne la met pas forcément autant en valeur. Est-ce qu'elle elle a été dans le deuxième 5 défensif non, cette année? Ouais, c'est la première fois qu'elle fait pas une All WNBA team. Ah, Ouais. c'est excellent. Ouais. Mais voilà. Moi, il y a quand même un truc que je peux décorréler de sa saison collective, c'est sa sélection de Ouais. tir. Parce que, Ah bah alors oui, après, il y a tous les côtés, Ah bah oui, on oui. va quand même après lui passer de la pommade, mais juste un truc, cette saison, Brenda Stewart, elle est à 24% à 3 points. Ouais, bah, Or, c'est une joueuse qui est, enfin, dans l'imaginaire des gens, c'est une shooteuse, on la présente comme la Katie Mhm. féminin, tu vois, il y a un peu ce truc-là, mais Shai, et, et tu parlais de ça, il y a deux joueuses qui sont vraiment mises en avant dans le projet, les deux têtes de ce projet, les deux visages de la franchise à l'heure actuelle, c'est Sabrina Ionescu, qui est le visage de la franchise depuis qu'elle a été draftée, et pour moi, c'est pas un hasard York si City, les ouais. deux joueuses qui ont eu le plus la bride lâchée et qui ont donc été pour moi, même si elles sont extrêmement fortes, hein, c'est les deux joueuses qu'on met les plus haut de cette équipe dans notre power ranking. Donc encore une fois, c'est pas pour dire qu'elles ne seront pas fortes, mais c'est les deux joueuses qui ont été, je pense, les moins coachées. Et je pense que ça fait partie de Players Empowerment du côté des filles aussi. Mais, mais ça donne le côté qu'on a l'impression que c'était des filles, les deux stars de l'équipe. Est-ce qu'elles ne recevaient pas d'instructions ou est-ce qu'elles ne voulaient pas les écouter Je ne sais pas, mais toujours est-il que Brenna Stewart qui prend des pull-ups en première intention comme Stephen Curry, ça donne 24%, quoi. Donc, mais par contre, il faut reconnaître que ça restait comme d'habitude défensivement une joueuse incroyable. On a parlé récemment en off, Gis, de son envergure qui est juste complètement dingue, aucun sens. Parce que, ok, Brenna Stewart est grande, mais elle n'a pas la taille non plus. Elle fait 1,94 annoncé. Hein. Ça fait peut-être un peu plus, mais voilà. 1,94 annoncé. Non, mais l'envergure en live, on avait pris une photo avec elle en Belgique. On était 4 ou 5 et avec les bras, elle entourait tout le monde. En live, c'est extraordinaire. Ah ouais, non, mais... Ce qui est très marrant, parce que tu parles à Anvers, Shai. J'avais été voir un match avec ma femme qui n'y connaît absolument rien au basket. Et elle la voit passer et elle me dit oh, t'as vu la grande là, elle ressemble un peu à elle marche avec les pieds un peu rentrés. Et puis je lui dis ouais, mais attends de la voir avec un ballon. Quand elle est sur le terrain, c'est quand même pas la même chose. Et voilà, mais oui, saison Brianna Stewart. Brianna Stewart, elle commence petit à petit à avoir son âge aussi, mais 31, elle a encore de très belles années. Moi, je pense que c'est surtout une question effectivement d'utilisation et en tout cas de savoir. Il y a une sélection, des choix qui m'ont paru franchement. Moi, je pense qu'il y a un petit déclin offensif quand même. Je pense que on est sur le. Voilà, on a atteint le pic et je pense qu'on commence à voir. Et sur au tendon d'Achille, toutes les années, en fait, on voit son volume de tir proche du panier diminuer. Elle a reculé le panier depuis sa blessure au tendon d'Achille. Et tous les ans, c'est une réalité. Pour vous donner quand même juste sur son accès au cercle, elle est 80e joueuse de la ligue. Elle est plus au cercle que Brianna Stewart. Ok. Je peux vous en donner d'autres. J'ai Alicia Gray qui va plus au cercle que Brianna Stewart.
J'ai Kelsey Mitchell qui va plus au cercle que Brenna Stewart. Dans les stats que tu as, Gis, je ne sais pas, mais tu as une distinction entre les tirs non, ils le font pas en double. J'aimerais bien l'avoir. Qu'elle aille moins au cercle avec les soucis de blessure qu'elle a eu. Et son âge qui avance aussi, c'est naturel, tu vois, on en parlait. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle serait pas plus intéressante dans ce cas-là, tu vois, de peut-être un peu moins avoir la balle, parce que parfois c'est parfois elle qui faisait des remontées de balles de l'équipe, quoi, tu vois. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant qu'elle soit justement un peu moins sans le ballon, parce que ça reste une usine à basket, Stewie, absolument pas de... Je pense que, mais c'est pareil, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure de Sabrina, il y a une question de rayonnement, de star, quoi, de star power. Si demain Brenna Stewart elle a plus que 20% d'usage, bah, je pense que c'est pas possible en fait, tu vois, dans l'équipe. Donc il y a aussi, c'est incroyable, hein. Franchement, moi j'aurais presque envie de la mettre top 5 pour la défense en fait, parce que c'est juste mais faut se rendre compte que c'est toute la base défensive avec Jonquel aussi, mais Jonquel c'est plus vraiment que de la protection de panier, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Sur la finale en défense, quoi. Sur Nafissa Collier, le travail et tout, c'est juste complètement dingue. La polyvalence, ça se perd pas en fait. Donc là-dessus, oui. Après, en attaque, moi, je suis un peu frustré aussi parce que oui, la sélection de tir, t'en as parlé, Flo, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que c'est là qu'on voit un peu le déclin. C'est pas que la joueuse est moins forte, c'est juste que c'est un petit peu plus dur d'accéder au cercle, en ball, qu'elle coupe au panier. Mais est-ce qu'on est prêt à voir Brenna Stewart faire ça encore? Et est-ce qu'elle est prête à l'accepter maintenant? Je ne sais pas. Après, ça reste quand même une fille qui a quand même mis combien 32, 34 points là, dans le match d'élimination avec un genou en moins quand même, hein. Donc je pense qu'il ne faut pas... Non, mais voilà. on parle d'une saison à 18 points, 6 rebonds, 3 passes. Tu vois, une interception on peut paraître dur avec elle, mais il faut se rendre compte que là, on parle d'une joueuse all-time. C'est-à-dire qu'elle est peut-être, en termes de talent, qui est peut-être dans le top 5 plus grand talent que la Ligue ait vu, quoi. En termes de domination, en termes de joueuse, quoi. Donc forcément, le curseur, vu ce qu'elle a fait pendant 10 ans derrière, le curseur, il est très haut. Extrêmement élevé, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Parce que partout, quoi. Mais c'est la raison pour laquelle on la conserve 4e, alors que tu l'as dit, c'est la première saison de sa carrière où elle. Et d'ailleurs, ça m'a scandalisé personne entre guillemets quand ça a été annoncé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque. Je pense qu'il y a la blessure aussi. Hein. Elle a manqué 13 matchs aussi, quand même. Des matchs. Peut-être que. En plus, c'est la fin de l'année qu'elle a manqué, donc du coup. C'est peut-être resté aussi dans la tête des votants. Je pense qu'elle aurait été seconde team. Or, dernièrement, je pense que ça faisait un certain temps qu'elle. Enfin, j'ai pas l'historique de ces saisons, mais tu vois. C'était top 3 MVP tout le temps. T'allais pas blessé, c'est top 3 MVP, top 2 même, hein, quasi. Voilà, donc là, c'est encore une fois, c'est qu'on essaye juste de tempérer puis d'expliquer pourquoi elle a reculé aussi. Moi, je pense qu'elle a quand même vraiment reculé par rapport aux 3 premières. Les 3 premières, elles se dégagent. Oui, et d'ailleurs, fortement. Ouais, d'ailleurs, on peut peut-être en parler, ça, mais sur le top 10 qu'on vient de mentionner, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un top 3, il y a pour moi un écart entre le top 3 et la 4e. Ouais. Et on arrive du coup à notre top 3, et j'ai même envie de dire qu'il y a un écart entre le top 2 et la 3e. Désolé, ça me fait mal au cœur, mais. Je suis d'accord aussi. Non, mais oui. Non, mais si, de toute façon. Si, parce que. Et pourtant. Allez, allons-y, à passer à Alyssa Thomas. Oui. Allons-y, en troisième, c'est Alyssa Thomas. De toute façon, vous l'avez vu, vous savez qu'il y a une joueuse qui a souvent été plus ou moins dans ces positions-là dans nos rankings, qui est parfois un peu remontée, un peu redescendue, qui a encore fait une saison incroyable dans le playmaking, qui a été le meilleur passeuse de la ligue. La maître à jouer de Phoenix, enfin je veux dire le cœur du jeu, qui a le plus
optimiser ses forces offensivement, vraiment dans le plus pur aspect de jeu moderne, analytique et tout ce que vous voulez. Après, je pense qu'on la met troisième, c'est parce que par rapport aux deux extraterrestres qu'il y a devant, et je pèse, Alyssa Thomas, elle n'est que inhumaine. Et elle a quand même un volume aussi, il y a un moment, il faut le dire, un volume, ne fût-ce qu'au scoring en tout cas, qui est assez nettement inférieur aux deux folles qu'on a devant. Donc, même si Alyssa Thomas est une folle d'un Moi, autre c'est un style, extraterrestre aussi, mais d'un autre genre. Défends son cas, Oui, défends son cas. je pense que quand on a fait notre synthèse, je l'ai mise troisième aussi, il n'y a pas de mystère. Mais je trouve ça incroyable qu'elle ait fait toute sa carrière au Sun. C'est souvent dur, parfois tu changes de crèmerie, comme tu disais Flo, pour tout à l'heure, tu changes de crèmerie, tu te retrouves dans une autre équipe. Est-ce que tu vas réussir à être aussi forte? Est-ce que tu vas réussir à sublimer le collectif comme elle le faisait au Sun? Je veux dire, Mercury est allé en finale. C'est la meilleure passeuse de la ligue. Elle imprime toujours un niveau défensif qui est contagieux et qui est excellent. Alors oui, elle n'a pas les stats folles des autres. Elle a des stats folles quand même. Elle est pas si loin que ça d'un triple double de moyenne, si je dis pas de bêtises. Elle est incroyable, mais effectivement, il y a peut-être. C'est aussi moins spectaculaire quelque part que les deux autres en termes de volume de points. Et ça peut aussi expliquer la troisième place. Mais vraiment, quelle joueuse incroyable. Elle va peut-être finir sa carrière comme peut-être la meilleure qui n'aura jamais gagné de titre si ça continue comme ça pour elle. Mais je la trouve toujours aussi admirable et elle est vraiment ce qu'elle a confirmé déjà avec Team USA, on l'avait vu déjà quand elle joue en Europe, on l'a vu aussi, mais là à Phoenix, elle est forte partout et c'est un crack partout, en fait, tout simplement. Quel que soit le contexte, elle arrive à. Ce côté, oui, elle peut pas tirer, donc c'est toujours limitant aussi pour l'impression visuelle, mais je crois qu'elle a scoré à quoi, plus de 50% cette année encore, donc les paniers qu'elle. Les tirs. Alors, je vais donner sa ligne de stats, hein, parce qu'effectivement, elle a 15,4 points à 59 passes. C'est 1,6 interception. En gros, elle égale un peu ses meilleures saisons en carrière, 2023-2020. Elle est vraiment dans ces standards-là. Effectivement, c'est largement sa meilleure saison à la passe. Ça fait 2 saisons, je vais dire, où elle avait vraiment fait un gros gap à la passe, 2-3 saisons. Mais là, c'est encore mieux parce que 9 passes par match, ce serait déjà énorme pour une meneuse, mais bon, alors après, Alyssa Thomas a presque joué comme une meneuse. C'est aussi le moment de tirer le chapeau de Nettie Betts qui a trouvé la formule parfaite et qui a réussi vraiment à maximiser son utilisation. Enfin, je veux dire, Kurt Miller l'utilisait déjà correctement. Stephanie White, je trouve, avait poussé le curseur encore plus loin et j'ai l'impression que Nettie Betts, alors c'est aussi la progression de la joueuse, hein, fatalement, c'est un duo, mais c'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Phoenix qui va en finale, faut quand même pas l'oublier non plus, c'était pas donné en début de saison ça non plus. Alors après c'était clairement trop court face aux Aces, hein. Il y a eu des finales incroyables et il n'y a pas le début de la moitié de ce parcours là si tu n'as pas Alyssa Thomas. C'est sûr. Je pense que ce qu'elle a fait à Phoenix cette année, aucune chose de la Ligue est capable de le faire. C'est-à-dire qu'avoir à ce poste-là, poste 4, la création, je vais présenter 55% des passes décisives de Phoenix. 55%. Voilà, pour vous donner une idée. Hein. En gros, les playmakers de cette ligue, elles sont à 30%. Elle est à 55%. Faut se rendre compte de trucs. Elle gère toute l'attaque. Le pick and roll inversé, on en a beaucoup parlé, tout ça. Elle gère tout. Par contre, polyvalence défensive, le switch, tout génial. Par contre, je trouve que en playoff et notamment en finale, on a vu ce qui lui manque en fait. C'est-à-dire que pour être vraiment là, on l'a vu hein, clairement hein, contre Vegas, hein, ils ont switché sur elle et elle a été incapable d'aller marquer des paniers sur Jackie Young par exemple. Pas assez grande, pas assez
pas assez bonne en termes de finition. Et en fait, on a vu les limitations au scoring. Et au bout d'un moment, en finale, c'est Satou Sabali et Kalea Cooper. Alyssa Thomas scoring marchait plus en fait. Parce que ça switch plus. Bon, voilà, s'il y a des adaptations défensives. Mais je trouve que c'est ça qui montre aussi la différence par rapport aux deux autres. C'est que les deux premières dans ce classement, elles ont non seulement un impact énorme sur le jeu de leur équipe, mais elles sont implacables au scoring. Tu ne peux pas les empêcher de marquer des paniers. Alors qu'Alyssa Thomas, tu mets aussi lié à sa taille aussi. C'est-à-dire que pour une grande, c'est une grande porteuse de balle, mais elle n'est pas si grande que ça. Et d'ailleurs, ça lui pose aussi quelques problèmes pour défendre des joueuses plus grandes qu'elle, comme Brenda Stewart, comme Edja Wilson. Aucune joueuse, tu mets n'importe quelle joueuse dans la ligue à la place de Phoenix, personne n'est capable de faire ce qu'elle fait. Peut-être une dans le futur, c'est Angel Reese, mais dans le futur. Moi, je vois qu'elle casse ça que je disais que, mais autrement, personne. Pour ne pas très éloigner des autres. Elle est unique. Mais par contre, c'est fou de se dire, tu as totalement raison, hein, sa limite, c'est le scoring, mais elle a ce niveau-là sans être mécaniquement capable de produire. Alors, ça peut oui, sur l'esthétique, c'est incroyable, mais donc, ça peut être limitée de facto parce qu'elle est obligée de. Elle marque sur des drives, elle est obligée de finir en lay-up. Ou des espèces de flotteurs un peu curieux. Mais je trouve ça fou, en fait. Et c'est à la fois ce qui fait son côté unique et puis c'est un peu une malédiction aussi parce que ça la limite offensivement. Alyssa Thomas, il n'y a même pas. Je pense qu'il n'y a même pas de débat, en fait. Et pour rappeler, si on a encore qui ignore le fait qu'elle. La raison pour laquelle elle ne peut pas tirer, c'est qu'elle a des déchirures des deux côtés des épaules au niveau du labrum. Elle refuse de se faire opérer parce que c'est assez lourd et que ça fait manquer du temps. Et du coup, elle ne peut pas. Le geste vraiment de tirer mécanique. L'histoire de la WNBA, c'est à part. Et ça n'enlève rien au fait que je suis d'accord avec ce qu'on a conclu sur le côté à part des deux autres dont on va parler après. Ouais, mais c'est une extraterrestre encore. Peut-être Angel Reese. Moi, je pense qu'il y a un moyen qu'elle se développe vers ça, mais je suis pas sûr en tout cas, peut-être pas autant, mais qu'on le revoie tout de suite parce que c'est quand même assez rare d'avoir à ce poste de jeu ce moteur, cette capacité de passing qu'elle a pour son poste de jeu. Enfin bon, voilà, Nafisa Collier et Edja Wilson, c'est des énormes créatrices de jeu pour leur équipe, mais elles n'ont pas ce passing-là, quoi. Pas du tout, quoi. Donc c'est quand même complètement dingue, quoi, là-dessus. Alyssa Thomas, elle a vraiment, quand on dit point forward, c'est vraiment dans le premier sens du terme. Elle a pratiquement joué presque comme point guard. C'est même au-delà. C'est même au-delà de ça. Pour moi, c'est la playmakeuse de l'équipe. C'est elle qui organise tout, en fait. C'est elle qui porte la balle, c'est elle qui a remonté la balle. Je veux dire, il n'y a même plus de. Non, mais des fois, il peut y avoir des petits qui remontent la balle, qui donnent la balle aux grandes, qui organisent le jeu. Non, elle était vraiment meneuse grande, vraiment presque à la manière dont LeBron pouvait le faire dans ses grandes années 2017-2018, dans ces années-là où il remontait la balle et où il jouait comme un meneur. Franchement, il y a de ça, il y a vraiment de ça. Donc non, incroyable. Mais elle doit céder le pas aux deux extraterrestres qui sont devant. En deuxième position, nous avons placé Nafisa Collier. Ces blessures d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, je pense. Mais et puis cette manière de terminer la saison qui fait qu'on la place en deuxième position. Mais bon, la saison de Nafisa Collier, je vous donne la ligne de stats et puis je vous laisse la parole. On est sur pratiquement 23 points par match. 40% à 3 points sur pratiquement 4 tentatives. On a plus de 50 au global pourcent. 90 au lancer. Exactement. Elle est dans le club des 180. Il y a 7 rebonds. Il y a 3 passes. Une interception et demie, un contre ennemi. Je vous passe le plus-minus qui est au-delà de 10. Saison incroyable. Enfin oui,
c'est presque collectivement qu'il lui a manqué quelque chose. On la voyait partie droit vers le MVP et puis après ça a un peu toussé. Et puis il y a la dernière joueuse dont on va devoir parler parce que voilà aussi. Mais non, Nafisa Collier, elle avait terminé la saison 2024 par un échec en finale, mais de rien parce que finalement cette finale Liberty Links se joue à très peu de choses. Euh, et là, ici, ça échoue un peu plus tôt, mais bon, il y a d'autres circonstances qui rentrent en ligne de compte. Mais la saison régulière de Nafisa Collier, elle est une fois de plus. Moi, je pense qu'elle a confirmé qu'elle était la joueuse la plus complète du monde. Alors, je peux inclure Asia dans la dominante du monde et la joueuse la plus complète du monde. Voilà. C'est comme ça que je vois je suis d'accord. C'est comme ça que je vois le truc. Et Nafisa elle est extraordinaire. Enfin, la manière dont elle a apporté l'équipe aussi sur la saison régulière, elles sont carrément collées en tête de la saison régulière. La ligne, c'était pas forcément attendu qu'elle domine autant. Elle est hyper efficace, très forte. Il lui manque plus rien. Si ce n'est peut-être, je sais même pas si c'est ça, mais peut-être un des coéquipiers a un poil plus de talent autour, peut-être. Il n'y a pas de blessure au mauvais moment, parce que c'est arrivé au mauvais moment cette saison en playoff. Mais quelle joueuse extraordinaire, quelle progression aussi au fil des ans. La joueuse ultime, on ne s'est pas forcément dit que c'était la meilleure joueuse qui sortait de Yukon depuis 10-15 ans. Et après, petit à petit, quelle panoplie. C'est une joueuse qui a eu un enfant en cours de route, qui est revenue plus forte encore. Enfin, voilà, il y a tout, elle coche toutes les cases de Nafisa. Elle a repris, je trouve, le trône qu'avait Brenda Stewart pendant des années d'un peu cette joueuse qui est la joueuse intrinsèquement peut-être un début de déclin, alors que pour le moment, Nafisa Collier, elle est au top de sa forme. Et pour sa sortie de frappe, je pense aussi qu'il y a peut-être un truc qui a un peu joué contre elle, c'est que de toutes les grandes joueuses, un peu des stars de Yukon, elle est la seule génération qui n'a pas gagné le titre, quoi. Toi, toutes celles avant, et voilà. Mais bon, elle est quand même arrivée, encore une fois, dans cette draft 2019 qui était un peu difficile à lire. Elle est quand même sélectionnée en 6e position. C'est clairement trop bas. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui lui manque encore défensivement? C'est incroyable. Alors, oui, c'est pas une playmakeuse balle en main, passeuse, mais par contre, sa présence crée des décalages pour tout le monde, et donc avec les bonnes coéquipières et le bon système, et ce trio absolument magnifique qu'elle forme avec Alana Smith et Kayla McBride, c'est un équilibre absolument parfait. Je pense qu'après aussi, sur le niveau global, alors elle a énormément travaillé, notamment suite à la maternité, elle est revenue physiquement, mais même plus prête qu'avant, en fait. Je pense qu'il y a eu un gros travail là-dessus. Mais il y a aussi un aspect, c'est qu'elle est aussi mise dans le... Enfin là, c'est vraiment un coup de chapeau à Cheryl Reeve. Elle est vraiment mise dans le style de jeu parfait pour elle. Et en début de carrière, quand elle est arrivée, il y avait encore Sylvia Fall, si vous vous rappelez. Elle fait des bonnes saisons, parce que nous, on était plutôt... D'ailleurs, on était dans la finale, mais voilà, avec Arike Ogunbowale, il y avait la course, et nous, on était plutôt, parce qu'il y avait moins de scoring, mais on sentait déjà que c'était une joueuse complète, il y avait la défense en plus. Mais au début, ça marche moins aussi, parce qu'elle est dans un jeu plus traditionnel, avec une intérieure. Et en fait, Nafisa Collier, elle a besoin d'espace. Et c'est là de tout le talent de Cheryl Reeve d'avoir monté cette équipe qui lui donne énormément d'espace, parce que ça lui crée énormément d'espace et elle crée énormément de décalage comme ça. Donc même si ce n'est pas une grande passeuse, comme tu en as parlé, Flo, elle a tellement d'espace que les équipes viennent énormément doubler, parce que contrairement à Alyssa Thomas, elle est implacable au scoring, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand elle a ses ballons de post-up là, avec ses petits fadeaways, tu peux être sûr qu'elle les rentre tous. Donc, elle crée des décalages, et après, elle a juste des lectures simples à faire des passes. Et comme il y a des bonnes shooteuses autour, ça marche du feu de Dieu. Et c'est pour ça que pour moi, d'ailleurs, ça n'a pas marché en playoff. On en avait parlé un peu quand on avait parlé d'Alana Smith, tu te rappelles, Flo? C'est que juste sur des échantillons faibles. Et je pense qu'elles n'ont pas perdu parce que par manque de niveau, c'est simplement parce que
elles n'ont pas pu punir justement parce que le 3 points n'est pas trop rentré. Mais par contre, c'est une joueuse incroyable et j'en ai parlé toute la saison. En termes d'efficacité et de scoring, c'est la meilleure de l'histoire. Il n'y a pas de joueuse qui ont son volume, donc son usage, son volume de scoring, avec cette efficacité-là. C'est la meilleure de l'histoire. Elle est devant Elena Delle Donne, qui avait des chiffres complètement de maboule aussi en termes d'efficacité, mais Elena Delle Donne n'a jamais eu ce volume-là au scoring. Et donc, c'est juste, voilà, faut le remarquer, c'est pas seulement qu'une énorme défenseuse, parce qu'elle défend super bien, tu ne peux pas, pour le coup, je pense que même en 2019, on n'était pas nombreux à penser que ça pourrait arriver à ce niveau-là, quoi. Et en plus, elle a développé le tir à 3 points, parce que tu parlais de Brenna Stewart. Pour le coup, Brenna Stewart, elle n'a jamais shooté à 40% à 3 points, tu vois. Elle n'a jamais eu le tir de Nafisa Collier, hein, jamais. Hein. Non, mais ça, c'est une évolution dingue, parce que le tir à 3 points, tu vois, elle est à 36% en saison rookie, 40% la saison de la bulle, avec une saison particulière. Une saison un peu particulière, et de mémoire, tous les pourcentages étaient à la hausse, je pense. Et puis après, pendant des années, elle n'a jamais dépassé les 31%, et cette année-ci, elle est à 40%, et de nouveau sur un gros volume, parce qu'elle a un peu moins de 4 par match. Donc voilà, c'est aussi une belle évolution pour cette saison, et ça explique aussi sa montée. Mais pour le coup, pour le coup, elle, il n'y a pas de pull-up à 3 points non plus aussi. Ah oui, oui. Ce qui peut aussi, enfin, c'est pas une joueuse qui va prendre des tirs en sortie de choix. Et du coup, ça se traduit par une saison de scoring incroyable. Et puis bon, le niveau défensif, on n'en a pas parlé, mais enfin, la polyvalence défensive de Nafisa Collier, elle peut défendre tous les postes de jeu. Hein. Donc, c'est pas compliqué, quoi. Hein. Donc, c'est quand même assez dingue aussi de ce côté-là. C'est une joueuse hyper complète. Voilà. Qui a joué? Je pense qu'il y a joué une saison en LFB. Oui, à Montpellier, ouais. À Montpellier. Début, hein. À Montpellier, ouais. Première saison, je crois. C'est 2019, je crois. Ouais. C'était un peu 2020, après, je crois. 2019-2020. Ouais. Après sa saison rookie. Après sa saison rookie. Voilà, c'est ça. La 19 saison pro. La 19, voilà, ça pense. Je crois que c'était avant le Covid. Je crois que c'était 2021. Bon, bref, en tout cas, c'est au début de carrière. Tu vois. Mais je peux. Ouais. Mais et qui est en train, je trouve, de prendre une stat, spécialement par le passé, parce que c'était une joueuse plutôt discrète, tu vois, qui s'exprimait bien dans les médias, mais qu'on voyait pas partout. Et là, entre fatalement la création d'Unrivaled avec Brenna Stewart, et on sait même que Brenna Stewart, c'est pas une joueuse qui aime bien se mettre en avant de façon globale, donc dans le duo, c'est plutôt Nafisa Collier qui a été un peu plus sur le devant de la scène. Et après, dans ses revendications, dans la lutte qui est actuelle, non, elle se cache pas du tout. Et moi, je mets vraiment une pièce sur elle comme prochaine présidente de l'association des joueuses après, parce que je suppose qu'à un moment, Neka va quand même laisser la main à un moment. Je sais pas combien de temps dure leur mandat et tous les combien de temps ils sont revotés. Mais voilà. Bon, on termine. On va terminer. Last but not least, on va chez la championne A'ja Wilson. Tu disais tout à l'heure, Shai, je suis assez d'accord avec cette dénomination-là, d'un point de vue technique et la palette intrinsèque. Nafisa Collier est peut-être la joueuse la plus complète ou la plus techniquement aboutie, mais A'ja Wilson est assez largement la joueuse intrinsèquement la plus dominante. Nafisa Collier ou A'ja Wilson, j'y sans parler, ce sont des joueuses que tu ne peux pas empêcher de scorer, alors dans des styles très différents. Mais A'ja Wilson, tu ne peux pas. C'est totalement implacable. Et puis au fil des ans, elle gagne en confiance, en assurance, en maîtrise de son basket. Enfin, elle est extraordinaire. Maintenant, en plus, le palmarès commence à lui permettre de rentrer dans des sphères de discussion pour les toutes meilleures joueuses de l'histoire. Donc j'ai vraiment été impressionné par ce qu'elle a fait. La remontée assez folle. Hein. On rappelle que les Aces avaient pris justement une volée contre les Lynx
et qu'elles n'arrivaient plus à jouer leur basket, à gagner des matchs. Et derrière, elles ont enclenché leur série de victoires. Et c'est évidemment pas que A'ja Wilson, mais avoir comme ça un point d'ancrage et une leader de ce niveau-là, voilà, ça fait la différence. Donc ouais, A'ja, c'est la chose la plus dominante, c'est le visage de la ligue aussi, parce qu'elle est expansive, elle est leader, elle aime communiquer, et puis voilà, c'est une joueuse qui est devenue encore plus complète avec le temps. Très, très bonne joueuse défensive, une attaquante que tu peux pas empêcher de scorer quand elle a vraiment décidé de le faire, une joueuse qui arrive toujours à provoquer énormément de fautes. Enfin, voilà, la panoplie est très, 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 très complète et étendue aussi. Ouais, je vais donner sa ligne de stats comme je l'ai fait pour les autres. Donc, A'ja Wilson, on a plus de 23 points par match. Alors, c'est moins que la saison passée, mais la saison passée était proprement historique. Par contre, je pense, en tout cas, les premiers chiffres que j'ai, mais je pense que tu ne contrediras pas, Gis, en termes d'efficacité, elle fait presque une meilleure saison que la saison Ouais, dernière. plus 10% par rapport à la moyenne. Ouais. Elle a, Et ce qui est surtout incroyable, c'est le 32% d'usage, quoi. C'est parce que voilà, elle a un volume que personne d'autre a, Ouais. quoi. elle C'est a horrible. 42% à 3 points, avec un petit volume, mais maintenant il y en a. Par le passé, il n'y en avait pas. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel elle s'appuie immensément, mais par contre, ça rajoute à sa palette et au fait que tu peux pas non plus complètement J'aimerais en parler, justement. on le sait, c'est 10 rebonds, c'est plus de 2 contre, enfin, en en termes de protection de cercle et en termes de pouvoir donner des secondes chances à son équipe, c'est toujours assez impressionnant. Euh, elle a, on l'a maintenant, elle accorde parfois aussi avec poste 4, aussi parce qu'il fallait parfois placer Kaya Stokes sur le terrain, ou enfin il y a eu le début de saison, c'était un peu compliqué, mais je trouve que A'ja Wilson, elle est quand même toujours plus impactante quand elle est sur ce poste 5 là. Donc non, encore une saison incroyable et qui court. Cette année, je voulais en faire un podcast vidéo d'analyse un peu tactique de son jeu, c'est l'évolution au passing. Ouais. En fait, moi, c'était une critique. Pas une critique, mais disons que c'était quelque chose que je trouvais qui était assez plus faible dans son jeu, c'est-à-dire qu'elle avait du mal à ressortir les ballons, notamment quand elle était doublée. Sur les premières saisons, vous regardez d'ailleurs, c'est ce que faisaient beaucoup les équipes, elles venaient doubler et souvent elles forçaient. Et en fait, cette année, alors non seulement déjà il y a un peu de passing sur post-up, sur réception de base, parce qu'elle lit super bien les doubles teams et elle arrive bien à ressortir les ballons, et il y a même eu du passing de création, c'est-à-dire en tête de raquette, etc. Il y a eu un petit peu plus de ballons de création à redistribuer, donc il fallait bien que quelqu'un les prenne, hein, les volumes de création, mais du coup elle a su le faire, et là je trouve qu'en fait, on a parlé Flo, tu vois, il y a maintenant un peu de tir à 3 points. C'est pas beaucoup, le volume est petit, mais elle est capable d'en mettre. Il y a du passing quand elle se fait doubler. C'est pas du passing, c'est pas le passing d'Alyssa Thomas, évidemment, c'est pas celui de Caitlin Clark, mais ça suffit. C'est une telle créatrice de dégâts, va lâcher la balle. Et en fait, si Joey Lloyd a mis des paniers dans le corner, etc., si Chelsea Gray, qui a joué off-ball beaucoup lors de la finale, a mis des paniers aussi, c'est grâce à tout ça, en fait. Et là, en fait, quand tu regardes, bah, en attaque, seulement en défense, j'ai un petit peu plus de doute, j'ai un petit peu plus de mal, notamment sur sa défense de pick and roll. Je trouve qu'elle a fait des erreurs. Elle est plutôt intéressante quand elle défend sur la joueuse ou alors qu'elle défend en deuxième rideau. Là, elle est très forte. Par contre, sur le pick and roll, elle est souvent un peu perdue. Mais par contre, en attaque... Ouais, c'est ça, elle a gommé les petits avant, tu défauts pouvais venir la qu'elle avait doubler, tu auparavant. pouvait venir l'embêter avec ça. Mais là, il n'y a plus de défauts, en fait. Il n'y a plus de défauts en attaque. Et elle est tellement forte sur ses points forts ouais. que ça en devient... Je sais qu'il y a des fois des gens qui sont un peu interloqués parce qu'elle prend des tirs à 2 points à 4 mètres du cercle, parce que c'est pas des tirs, tu sais, forcément très rémunérateurs dans le basket moderne. En fait, elle les met tous. En fait, la question de ces tirs, et je fais une petite parenthèse parce que la petite question de ces tirs rémunérateurs, en fait, c'est un problème quand les gens les mettent pas. Et donc, c'est vrai que c'est vrai qu'on peut s'attendre à dire ah bah oui, elle prend tout le temps ces petits fades là, ces petits, elle se remet face au panier, elle prend ses petits tirs à 3 mètres.
En fait, tu peux pas la défendre. Et si vous vous rappelez le tir qu'elle met sur Alyssa Thomas pour sceller le game Ouais. 4, je crois, ou 3, je sais plus, 3 ou 4, 3 peut-être. Oui, ça va être le troisième, je crois. Où elle... Mais tu peux rien faire, quoi. Tu peux strictement rien faire, quoi. Donc moi, je trouve que là, elle est devenue, offensivement en tout cas, quand tu parlais de domination, c'est ça, quoi, en fait. Tu peux pas l'empêcher de marquer, quoi. Et donc, ça devient un peu compliqué, effectivement, après, derrière, Non, de l'empêcher. elle est rentrée Voilà. dans cette. Enfin, c'est pas de cette année-ci, hein, mais je veux dire, elle est dans cette catégorie de joueurs et de joueuses où quand tu les affrontes, tu commences à te poser la Qu'est-ce que question je fais, de quoi? dire est-ce qu'on laisse les. Tu sais, c'est vraiment les joueurs et les joueuses d'exception qui te posent ce genre de problème où tu commences à te dire bon, là, on va pas savoir tout faire. Il y a un moment, qu'est-ce qu'on choisit comme poison? Est-ce qu'on accepte que Eja Wilson nous en mette 40 et on essaye vraiment de limiter les autres? Ou alors est-ce que nous, on essaye, elle, de la limiter? Mais alors avec le risque que les autres coéquipières le mettent et en se disant, bah, tant pis si c'est la troisième lame qui nous punit, bah, c'est comme ça. Elle pose vraiment des casse-têtes insolubles à la défense. Et non, mais c'est absolument. Et aujourd'hui, dans la ligue, il y a eu 2 joueuses qui l'ont c'est Angel Reese et Aliyah Boston, qui l'ont un petit peu embêté. Mais si vous regardez les lignes de stats, elle a quand même fini à 23 points, 12 rebonds. Mais disons qu'elle a été un peu embêtée en termes d'adresse, c'est-à-dire qu'ils l'ont un peu plus été la chercher. Ouais. Mais c'est vraiment, non, offensivement, c'est vraiment une machine. C'est vraiment devenu une machine complètement incroyable. Et là, en plus, quand effectivement on rajoute un peu le passing, bah, ça devient, voilà, ça devient un peu casse-tête pour savoir quoi faire, quoi. Ouais, et elle, pour le coup, elle a pas 29. 30 ans, elle en a 20. Attends, je calcule parce que là on est en fin d'année, c'est pas évident. Ouais, elle a 29. Ouais, C'est 29. pas terminé tout Ouais, ça. bah, elle est en plein dans le prime, hein. C'est pas terminé tout ça. Ça va être joli, Ah non, Team non, non, USA, là. Oui, parce qu'il y a Team USA, c'est-à-dire qu'elle a aussi été enfin, ça a été Mm. elle a été MVP des JO. Ouais, Oui. elle a été MVP par toutes les compétitions. Oui. Elle reprend un peu le flambeau de ce que faisait Rina Stewart, qui était un peu. Et puis elle est incroyable en finale, d'ailleurs. Voilà, on la prenait comme match, hein. la meilleure joueuse de WNBA, et quand elle était dans un tournoi avec Team USA ou avec une équipe européenne, elle finissait souvent MVP. Et Eja Wilson ne joue pas en Europe, mais quand elle joue avec Team USA ou avec les Aces, elle finit quand même souvent MVP. Hein. Je pense que aussi place pour dire c'est la meilleure joueuse du monde ou la plus dominante, comme ça. C'est-à-dire que tu la poses quelque part et elle finit MVP d'un tournoi, quoi. Et un aspect que j'aime bien mentionner moi aussi, c'est que on parle aussi, tu vois, de l'impact médiatique hors terrain. Et Eja Wilson, c'est aussi une joueuse qui a ça. Et je trouve que, tu vois, dans la nouvelle génération, j'en ai déjà parlé, mais tu vois, Paige Bakers, Angel Reese, Caitlin Clark, qui sont des joueuses qui ont leur plateforme en dehors du basket aussi, qui sont des joueuses qui parlent à une certaine communauté et tout ça. Et Eja Wilson était, avec Sabrina Ionescu aussi, je trouve, un peu des joueuses qui étaient déjà précurseuses de ça. C'est-à-dire que par le passé, des stars, mais c'était des stars qui dépassaient un peu le cadre du basket, mais juste parce qu'elles étaient très fortes et parce que c'était un peu les joueuses les plus en vue, mais elles n'avaient pas non plus les plateformes qu'ont les joueuses aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer d'elles-mêmes. Et là, c'est la médiatisation aussi globale qui a changé, mais pour faire dans le people, si je peux me permettre, mais du coup, on sait qu'elle est en couple avec Bama Adebayo. Son mec, c'est un All-Star NBA, hein. C'est un mec qui joue avec Team USA, donc c'est pas. Et pourtant, elle est plus connue que lui, elle est plus rayonnante médiatiquement que lui. Donc c'est que c'est vraiment une joueuse exceptionnelle et que maintenant, elle a la médiatisation qui va avec aussi. Elle fait partie des joueuses qui a sa propre paire de chaussures. Elle a écrit un livre récemment. Enfin, tu vois, il y a un rayonnement en plus médiatique qui est important et qui est à noter aussi dans cette ère où je pense que les nouvelles générations qui vont suivre derrière vont être de plus en plus amenées à pouvoir profiter de ça, mais aussi à le nourrir et à le développer. Et voilà quoi. Donc c'est, je pense, actuellement, si pas un des visages de la ligue. Oui. Quoi. Oh, bah oui, 。 oui, 。 sans problème. Bon, mais si je reviens un petit peu sur, 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 sur,
rappelle du coup notre petit top 10. On a donc en première position Eja Wilson, Nafisa Collier en deuxième et Alyssa Thomas pour clôturer le podium. Brianna Stewart en quatrième, Ina Ionescu en septième, Jonquel Jones en huitième position, Neka Ogumika en neuvième et Paige Bakers qui vient donc clôturer notre top 10. Ça nous donne donc un bon petit power ranking. Maintenant, on attend la suite des événements avec un énorme point d'interrogation autour des négociations entre les joueuses et la Ligue. On a vu qu'il y a un calendrier qui avait plus ou moins été prévu pour paiement, pour pouvoir avoir une saison. Mais en fait, les négociations, c'est pas encore gagné, même si ça avance. Il y a quand même des avancées assez notables dans les propositions qu'on voit fleurir. Maintenant, Gis, tu as sorti un article écrit qui permettait d'analyser un peu à la fois les avancées des propositions, mais pourquoi les joueuses râlent, parce qu'en fait, si on regarde de manière superficielle, on pourrait se demander pourquoi les joueuses ne sont entre guillemets toujours pas satisfaites. Et en fait, il y a quand même des points derrière ça, et entre autres au niveau du salary cap façon globale. Mais je vous laisse aller lire l'article que Gis a sorti il y a quelques jours. C'est sur le site de Sursi pour cette vidéo. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On a été une fois de plus ravis de suivre cette année et cette saison avec vous. On va essayer de survivre au passage de l'an nouveau, aux bulles, aux petits fours, je ne sais pas tout ce que pourrait inventer le champagne de minuit, les feux d'artifice. Et puis on se retrouve en 2026 pour une année, je pense, encore riche en basket. Une année, une fois de plus, très probablement charnière trouvée l'année prochaine. Yes, bonne année, à Bonne bientôt. année, ciao.